Mikami, employé de bureau célibataire, puceau à 37 ans, ce loser mène une vie banale à Tokyo. Sa routine lui va bien, mais un truc qu'il n'a jamais réussi. Avoir une copine. Et pour vous, les gars, c'est la même galère. Mikami est tombé des nues en apprenant que sa copine l'avait trompé avec son meilleur pote, Temura, un vrai con. Pire, il était invité à leur fiançailles. Mais pendant la soirée, ça a mal tourné. Un fou au couteau a foncé vers le placard. En une fraction de seconde, Mikami a poussé Imura hors de danger, mais le couteau s'est enfoncé dans son ventre. Alors qu'il sentait sa vie s'échapper, Mikami a remarqué que son corps était insupportablement chaud. À ce moment, une voix divine a résonné dans sa tête, lui accordant la résistance à la chaleur. Alors que Mikami se demandait pourquoi il allait mourir si douloureusement, Dieu lui a donné encore plus de pouvoir, comme l'invincibilité aux attaques physiques. Son corps était refait, n'ayant plus besoin de sang pour survivre. Dans ces derniers instants, Mikami a repensé à sa vie misérable, surtout comment son meilleur ami lui avait volé la fille qu'il aimait. Il a trouvé le monde froid et sans cœur. En entendant ça, Dieu lui a donné la résistance au froid et l'a fusionné avec son énorme résistance, créant l'invincibilité thermique ultime. Il a regretté de mourir en bon à rien et a fait le vœu que dans sa prochaine vie, il coucherait avec un max de filles sans jamais se protéger. En réponse, le système lui a accordé la compétence légendaire prédateur. Alors que son âme quittait son corps, il a réalisé que même un magicien ne pouvait pas rester puceau pendant 30 ans, alors Dieu l'a béni avec la compétence grand sage. Après son dernier souffle, l'âme de Mikami a été transportée dans un nouveau monde où on lui a promis des pouvoirs incroyables et de bâtir son empire avec les plus belles filles monstres. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Quand il s'est enfin réveillé, Mikami a réalisé qu'il s'était réincarné en un slim aveugle et complètement inutile. Déterminé à comprendre ce qu'il pouvait faire, il a testé ses pouvoirs en dissolvant des herbes médicinales dans les grottes. Pendant des centaines d'années, Mikami a tout consommé dans la grotte même s'il n'avait pas besoin de manger ou dormir. Il a commencé à se demander où passait la nourriture car rien ne s'accumulait. Quand la voix de Dieu lui a reparlé, expliquant que ça faisait partie de sa compétence, prédateur, une capacité cheatée qui lui permettait de stocker et analyser tout ce qu'il mangeait sans limite. Cette compétence abusée lui permettait d'absorber n'importe quoi, préparant son ascension au pouvoir. Après avoir analysé les herbes hypocutes qu'il mangeait, la compétence grand sage de Mikami a révélé qu'il pouvait les transformer en potions de soins. Excité par cette découverte, il a consommé toutes les herbes restantes de la grotte et les a transformées en potions. Une fois les herbes disparues, il a trouvé un cristal rare et l'a immédiatement dévoré. Alors qu'il continuait à tout engloutir, il a glissé d'une falaise et est tombé dans l'eau. Comme il ne savait pas nager, la panique l'a envahi. Il ne pouvait pas mourir une deuxième fois comme un putain de... Désespéré, il a commencé à avaler toute l'eau pour se sortir du danger, jurant de se concentrer sur son objectif dans cette vie. Cependant, il en a trop fait et s'est projeté contre une barrière, ce qui l'a repoussé et a détruit son corps. Heureusement, sa forme de slime lui a permis de se régénérer rapidement. Soudain, il a entendu une voix menaçante le traitant de petit. Traumatisé par sa vie passée, Mikami a craint que le dragon n'insulte sa taille. Mais la voix, celle d'un dragon, lui a crié d'arrêter de rêvasser et d'écouter. Mikami, qui ne voyait toujours rien, s'est excusé. Le dragon a promis de lui donner la vue à 2 conditions, lui tenir compagnie et ne pas paniquer en le voyant. Mikami a accepté, obtenant la compétence sens magique, une des 10 capacités interdites du monde. Il a immédiatement remarqué toutes les auras dispersées dans la grotte, mais est devenu déprimé en voyant qu'il n'était vraiment qu'un petit slim inutile. Puis, quand il a enfin vu le dragon, Mikami n'a pas pu s'empêcher de crier d'horreur devant la laideur terrifiante de la créature. Le dragon, clairement imperturbable, s'est présenté comme Veldora, le dragon des tempêtes, l'un des 4 vrais dragons existants. Il a expliqué comment, il y a 300 ans, il avait accidentellement réduit une ville en cendres et avait été scellé par un puissant héros utilisant la compétence prison illimitée. En entendant l'histoire de Veldora, Mikami a ressenti une connexion, se souvenant à quel point c'était solitaire d'être un vieux con de 37 ans. Alors il a demandé à Veldora s'ils pouvaient être amis. Cependant, Veldora, le type têtu typique, a répondu comme un tsundere total, disant « Ce n'est pas comme si je voulais être ton ami ou quoi que ce soit. » Je pense que vous comprenez ce qu'il voulait dire. Après avoir accepté de devenir ami, Veldora a révélé qu'il ne lui restait que 100 ans avant que toute sa magie ne soit complètement épuisée. Il a aussi expliqué que la grotte était remplie de minéraux rares car elle absorbait son énergie magique depuis des siècles. En entendant ça, Mikami ne voulait pas perdre son seul ami, alors il a essayé d'utiliser sa compétence prédateur sur la barrière qui piégeait Veldora, espérant la briser. Malheureusement, ça n'a pas marché, Mikami s'est senti comme un échec. La seule façon de briser la prison de Veldora était d'analyser la barrière de l'intérieur et de l'extérieur. Cependant, comme les pouvoirs de Veldora étaient là scellés, ça lui prendrait beaucoup de temps seul.
Ne voulant pas perdre son nouvel ami, Mikami a eu un plan audacieux. Il allait stocker Veldora dans son corps avec sa compétence prédateur et le transporter pendant qu'ils travailleraient ensemble à briser la barrière. Veldora, amusé par l'idée, a ri et a accepté, excité de faire partie des futures aventures de Mikami. Avant de partir, Veldora a décidé qu'il devait devenir une famille en donnant un nom à Mikami. Il a demandé à Mikami de le nommer en premier. Pensant à un truc stylé, Mikami a choisi d'appeler le dragon des tempêtes, Tempête. Bien que Veldora ait d'abord crié de dégoût fin au nom, il s'y est vite habitué, décidant que c'était le meilleur nom qu'il ait jamais reçu. En retour, il a nommé Mikami Rimuru Tempête. Une lumière vive a brillé alors que le nom était gravé dans l'âme de Rimuru, solidifiant leur lien familial. Avec leur nouveau partenariat établi, Rimuru a utilisé sa compétence prédateur pour avaler la barrière et a commencé à analyser la prison illimitée avec l'aide de sa capacité Grand Sage. Cependant, au moment où Veldora a disparu de la grotte, le monde entier a ressenti son absence et les royaumes se sont préparés à la guerre. Au cours des semaines suivantes, Rimuru a continué à dévorer des minéraux rares et à débloquer de nouvelles capacités puissantes. Il a aussi commencé à s'entraîner en combattant les monstres de la grotte, gagnant le pouvoir de mimer leurs apparences et capacités. Un jour, il a rencontré un mille-pattes de classe S, mais l'a facilement vaincu d'un seul coup, ainsi qu'une araignée noire géante lui donnant la capacité de se balancer dans la grotte comme Tarzan. Finalement, Rimuru a trouvé la sortie de la grotte et alors que les portes s'ouvraient, 3 aventuriers sont entrés pour enquêter sur la disparition de Veldora. Rimuru savait que c'était sa chance de enfin quitter la grotte. Dès qu'il a touché l'herbe à l'extérieur, une horde de gobelins faibles et laids l'a entouré. Toutes leurs armes étaient aussi minables que leur corps maigre, mais ils ont immédiatement reconnu Rimuru comme puissant et lui ont demandé ce qu'il faisait là. C'était sa première chance de parler, mais alors qu'il essayait de projeter sa voix, la force pure de celle-ci les a tous mis à genoux, le suppliant de se calmer. Confus, Rimuru a demandé pourquoi ils étaient là et leur chef l'a conduit à leur village gobelin. Un vieux gobelin, qui semblait devoir mourir la semaine d'avant, s'est présenté comme l'ancien du village. Il a expliqué que des monstres attaquaient la forêt depuis que leur dieu avait disparu il y a un mois. Alors que Rimuru regardait les peintures du village, il a réalisé que leur dieu n'était autre que Veldora. L'ancien a ensuite demandé à Rimuru de protéger leur village, mais Rimuru, se déclarant modestement un simple slim faible, a été vite corrigé par l'ancien, qui a dit que son aura était si forte qu'elle puait pire qu'une convention d'animé. Se demandant de quoi il parlait, Rimuru a activé sa capacité Grand Sage pour voir de leur perspective. À sa surprise, il a vu une aura démoniaque massive rayonner de lui, se répandant dans toute la forêt. Embarrassé, il a vite absorbé toute son aura. Prétendant que tout cela faisait partie d'un grand plan pour les tester, l'ancien l'a remercié d'avoir fait preuve de miséricorde et a expliqué leur situation désespérée. Il y a quelques semaines, la moitié du village a été anéantie par une meute de loups funestes, des créatures terrifiantes capables de tuer 100 gobelins avant qu'un seul ne soit abattu. Avec leur meute entière toujours intacte, le village n'avait plus que 60 guerriers. Désespéré, l'ancien s'est mis à genoux, suppliant Rimuru de l'aider, promettant que le village lui jurerait fidélité. Se souvenant comment il avait été traité dans sa vie passée, Rimuru a décidé d'aider, juste au moment où les hurlements des loups résonnaient au loin. Il a promis de les aider, et les gobelins ont juré leur fidélité, faisant de Rimuru le chef de leur village. Alors qu'il se préparait au combat, Rimuru a vite réalisé que les gobelins étaient inutiles, comme lui dans sa vie précédente. Alors, avant toute chose, il a décidé de soigner les soldats blessés en premier, sachant qu'ils seraient inutiles autrement. Après avoir été emmené à leur infirmerie, Rimuru a trouvé une façon unique de soigner les soldats blessés. Il a décidé d'avaler un des gobelins blessés et, après un instant, l'a recraché entièrement guéri. Il s'avère que quand Rimuru les avalait, il injectait à l'intérieur son liquide de guérison chaud et collant. Un par un, il a continué à soigner tous les soldats tombés en utilisant la même méthode, et avant longtemps, chaque gobelin était de nouveau sur pied. Alors que le dernier était guéri, la nuit a commencé à tomber, signalant qu'une grande bataille approchait. Le chef des loups funestes avait rassemblé toute sa meute et a commencé à charger vers le village gobelin. Les gobelins avaient réussi à ériger des clôtures pour la défense, mais le fils du chef l'a averti de se méfier du slime, Rimuru. Rimuru, confiant en ses capacités, a dit aux loups de partir avant qu'ils ne soient tous anéantis. Le chef des loups, cependant, a rugi à sa meute, leur ordonnant de démolir les clôtures et de dévorer tout le monde à l'intérieur. Alors que les loups attaquaient, les gobelins ont tiré des flèches et à la surprise des loups, certains ont été tués instantanément. Le chef a vite réalisé que des fils tranchants déchiraient ses loups et le mettaient en rage. Il a mordu à travers les fils et a chargé directement Rimuru. En réponse, Rimuru a immobilisé le chef des loups avec plus de fils et a déchaîné sa lame d'eau, tuant instantanément le chef. Leur chef mort, Rimuru a donné un ultimatum aux loups restants, se soumettre ou être tués. Quand ils ont hésité, Rimuru a utilisé sa compétence prédateur pour avaler le corps du chef, puis a mimé sa forme et ses pouvoirs. Prenant l'apparence du chef tombé, Rimuru a rugi aux loups de se soumettre une fois de plus. Au début, ils ont résisté, mais Rimuru a commencé à craindre de devoir tous les tuer. Heureusement, ils se sont vite agenouillés devant lui, jurant leur fidélité. Après s'être retransformé, le village a enfin connu la paix. Mais le lendemain matin, Rimuru a fait face à un nouveau problème.
Il ne savait pas comment s'occuper des loups et des gobelins. Réfléchissant vite, il a décidé de jumeler gobelins et loups en équipe pour chercher de la nourriture et construire des abris. Alors qu'il s'apprêtait à les organiser, Rimuru a réalisé qu'il ne connaissait aucun de leurs noms. Rimuru a demandé à l'ancien gobelin quels étaient par leurs noms, mais l'ancien a expliqué qu'aucun d'eux n'en avait. Alors, Rimuru a décidé de tous les nommer. Quand il a annoncé ça, tout le monde a commencé à applaudir et à faire la queue avec enthousiasme. Le premier était l'ancien lui-même, que Rimuru a nommé Rigar. Il a ensuite commencé à nommer les autres, y compris le fils de l'ancien. Après avoir nommé le frère de Rigar, Rimuru s'est tourné vers le gobelin suivant, un particulièrement laid, et l'a nommé Gopta. Un autre gobelin, un peu costaud, a été nommé Gros. Alors qu'il continuait à nommer les gobelins, l'ancien a commencé à se demander si c'était vraiment bien que Rimuru donne autant de noms d'un coup. Rimuru l'a rassuré, disant que c'était bon. Bientôt, les seuls sans nom étaient les loups. Le premier loup à être nommé était le fils du chef que Rimuru avait vaincu. Malgré tout, le jeune loup était impatient de recevoir un nom. Rimuru a décidé d'honorer l'héritage de sa famille et l'a nommé Ranga d'après Croque-Tempête, mais dès qu'il a prononcé ce nom, Rimuru a commencé à se dissoudre, sa magie interne complètement épuisée. Pendant les 3 jours suivants, les gobelins et les loups ont fait de leur mieux pour s'occuper de lui pendant qu'il récupérait. Quand Rimuru s'est enfin réveillé, la première chose qu'il a remarquée était une gobelin canon. Confus, il s'est demandé s'il l'avait déjà vue. Juste à ce moment, Rigar est entré, expliquant qu'il avait évolué et que c'était le résultat des monstres qui recevaient des noms. Tous les gobelins avaient subi des évolutions, devenant plus forts et plus humanoïdes en apparence. Soudain, Ranga a traversé le mur, fou de joie de se présenter, et sa queue fouettait si sauvagement qu'elle a créé une mini-tornade. Tout le village a célébré le retour de Rimuru. Quand Rimuru a demandé pourquoi tous les loups avaient aussi évolué, Ranga a expliqué que même si un seul membre de leur meute est nommé, tout le groupe évolue. En conséquence, ils n'étaient plus des loups funestes, mais étaient devenus des loups tempêtes. L'excitation de la queue de Ranga a de nouveau envoyé Rimuru voler. Mais en se relevant, il a réalisé que gérer le village ne serait pas facile. Rassemblant tout le monde, Rimuru a établi 3 règles importantes. Pas d'attaque d'humains, pas de combat entre eux et pas de dénigrement des autres races. Pour maintenir l'ordre, il a nommé Rigar seigneur des gobelins. Submergé par l'excitation, Rigar a failli s'évanouir mais a promis de servir jusqu'à sa mort. Avec les nouvelles règles en place, les gobelins et les loups se sont divisés en groupes pour protéger le village et chercher de la nourriture. Cependant, il y avait un problème. Aucun d'eux ne savait construire une maison. En plus, les gobelins n'avaient même pas de vêtements corrects. Rigar a informé Rimuru que les seuls qui savaient faire des vêtements étaient les nains d'une ville voisine. Voyant cela comme son opportunité de enfin échapper au village sale et délabré, Rimuru a décidé d'aller persuader les nains d'aider à reconstruire le village, laissant Rigar aux commandes pendant son absence. Ce soir-là, ils sont partis à dos de loup tempête, Rimuru se sentant soulagé de enfin laisser les gobelins et leurs sales têtes vertes derrière lui. Ils ont traversé la forêt et les collines jusqu'à s'arrêter pour la nuit. Curieux de savoir comment le frère tué de Rigar avait eu son nom, Rimuru lui a demandé. Rigar a expliqué que son frère avait été nommé par un démon voyageur qui avait passé une nuit dans leur village des années auparavant. Intrigué, Rimuru a demandé qui était ce démon, et Rigar a révélé qu'il était un soldat de l'armée du Seigneur Démon. En entendant ça, Rimuru s'est inquiété, espérant ne jamais croiser le Seigneur Démon ou son armée, craignant une confrontation dangereuse. Plus tard, alors qu'il remarquait Ranga près d'un lac, Rimuru a demandé si le loup nourrissait de la haine envers lui après avoir tué son père. Mais Ranga l'a rassuré, disant qu'il ne ressentait que de la gratitude pour avoir reçu un nouveau nom et qu'il resterait loyal à Rimuru pour toujours. Le lendemain, ils ont continué leur voyage à travers les champs, s'arrêtant près d'un feu de camp le soir pour dîner. Alors qu'ils étaient assis près du feu, Rimuru a commencé à se demander à quoi ressemblerait la ville naine. Gopta, excité, lui a dit que c'était comme leur propre jardin d'Éden et a mentionné que la ville était pleine de belles jeunes elfes canons, ajoutant que leur melon était plus gros qu'un ballon de foot. En entendant ça, Rimuru a été ramené à la réalité et il n'a pas pu s'empêcher de ressentir une vague d'excitation, voyant cela comme sa grande chance de enfin se concentrer sur un peu de clapping, priant Dieu, mais même Dieu lui a dit qu'il mourrait de merde. Le lendemain, ils sont enfin arrivés à la ville naine. Voulant cacher ses vraies intentions, Rimuru a suggéré que lui et Gob entrent seuls dans la ville, promettant de revenir le soir. Avec ce plan en tête, ils sont partis ensemble, impatients d'explorer ce que la ville avait à offrir. Après être arrivés à une longue file d'attente devant la ville naine, 2 bandits ont approché Rimuru et Gopta, menaçant de s'en prendre à Gopta qu'ils ont traité de maigre et laid, et de vendre Rimuru pour de l'argent facile. Les bandits cherchaient clairement les ennuis et ne voulaient donc pas partir sans se battre. Rimuru, sentant la situation, a dit à Gopta de cacher son visage. Puis Rimuru s'est transformé en sa nouvelle forme, un loup étoile tempête amélioré. Malgré cette transformation, les bandits ont refusé de reculer et ont vite été rejoints par d'autres alliés. Alors qu'ils lançaient tous leur attaque en même temps, Rimuru est resté imperturbable, prêt à montrer ses capacités. Avec un rugissement puissant, il a activé sa compétence menace, envoyant une rafale de vent puissante qui a brisé leurs boucliers et les a tous emportés. Quand la poussière est retombée, les bandits avaient disparu et tous les autres voyageurs de la zone s'étaient évanouis sous le choc.
Juste à ce moment, les chevaliers de la ville ont accouru, supposant que Rimuru et Gupta étaient responsables du chaos. Sans trop discuter, ils ont jeté Rimuru et Gupta dans une cellule pour avoir causé le grabuge. Rimuru a essayé d'expliquer au capitaine Kaido qu'il essayait en fait de maintenir la paix, mais avant que la situation ne soit éclaircie, un autre soldat est arrivé, rapportant que plusieurs soldats avaient été gravement blessés dans les mines par un monstre. Kaido a suggéré d'utiliser des potions de soins pour traiter les blessés, mais le soldat l'a informé qu'ils étaient à court de fournitures. Sentant une opportunité, Rimuru a offert un baril rempli de potions de soins qu'il avait déjà préparées. Les chevaliers étaient confus, se demandant comment Rimuru avait caché une si grande quantité de potions. Mais sans meilleures options, Kaido a décidé de prendre les potions et de les utiliser pour aider ses hommes blessés. Cette nuit-là, Kaido est revenu avec les soldats blessés qui ont tous remercié Rimuru d'avoir guéri leurs blessures. Après leur départ, Kaido, reconnaissant de l'aide de Rimuru, l'a libéré de sa cellule et l'a invité à dîner. Curieux de savoir ce que Rimuru voulait en échange de son aide, Kaido a été surpris quand Rimuru a simplement demandé à rencontrer le meilleur forgeron de la ville. Le lendemain, Kaido a fait visiter la ville à Rimuru. Et Rimuru n'a pas pu s'empêcher de penser à quel point cet endroit était meilleur comparé au sale village gobelin. Il serait resté avec plaisir, mais il avait promis de revenir avec un forgeron. Assez vite, ils sont arrivés à la forge, où Kaido a présenté le forgeron comme Kaijin. À ce moment, 3 soldats sont entrés choqués de voir Rimuru, le même slime qui les avait sauvés avec ses potions de soins. Les soldats étaient les ouvriers de Kaijin et après avoir entendu comment Rimuru avait aidé, Kaijin était reconnaissant et a demandé comment il pouvait le remercier. Rimuru a expliqué qu'il avait besoin d'aide pour construire des maisons et fabriquer des armes pour les gobelins. Kaijin était prêt à aider, mais il avait un problème. Il avait une date limite serrée pour livrer 20 épées longues au roi d'ici la fin de la semaine et n'avait terminé qu'une seule épée jusqu'à présent. De plus, il était à court de matériaux. Rimuru s'est alors souvenu qu'il avait consommé du minerai magique dans la grotte et a décidé de le recracher. Kaijin a été étonné de voir que le minerai magique avait déjà été transformé en un amas de minerai de haute qualité qui pouvait créer des épées encore plus fortes. Rimuru a fait un marché avec Kaijin, offrant le minerai magique en échange d'enseigner aux gobelins comment construire des maisons et fabriquer des armes. Kaijin a accepté et avec seulement quelques jours restants, a ordonné à ses ouvriers de se mettre au travail. Voulant aider, Rimuru a voulu voir l'épée de Kaijin. Kaijin a expliqué qu'elle était faite d'un amas de minerai et qu'elle se renforcerait avec son porteur. Rimuru l'a absorbée, utilisant sa compétence grand sage pour l'analyser. Puis, il a utilisé le minerai restant en lui pour faire des copies exactes. Il a craché les épées finies une par une jusqu'à ce que la commande soit complète. Cette nuit-là, Kaijin et ses ouvriers étaient super reconnaissants. Garm, l'un d'eux, l'a invité à fêter ça dans un bar du coin. Ravi de cocher un truc sur sa liste, Rimuru les a suivis. Arrivé, la fauchale a été servie. Les belles jeunes elfes dont il avait tant entendu parler ont commencé à tripoter sa forme de slim. Il a cru être au paradis. Alors les gars, vous voulez y entrer dans ce paradis ou pas ? Pendant que Rimuru profitait de la soirée, une elfe a proposé de lui dire la bonne aventure et une autre de lui révéler son âme sœur. Rimuru, se sentant destiné à un autre slim, n'attendait pas grand-chose. Mais l'orbe a montré une belle jeune fille. Rimuru l'a trouvée japonaise, ce qui a piqué sa curiosité. Juste là, un homme arrogant et moche s'est approché. Kaijin l'a tout de suite reconnu. Vesta, un membre de l'armée du roi qui lui avait donné la tâche impossible de faire 20 épées. Rimuru a trouvé que ce crétin avait la gueule la plus moche de l'univers. Vesta, plein de lui, a nargué Kaijin, disant qu'il perdrait son poste pour ne pas avoir livré les épées, puis il a insulté Rimuru, le traitant de monstre minable, trop moche pour être à leur table. Quand Vesta a voulu que la chef elfe vire Rimuru, elle l'a ignoré, disant que Rimuru était inoffensif et lui a suggéré d'aller gérer ses frustrations ailleurs. Mais Vesta, qui ne sait pas s'arrêter, a décidé de renverser son verre sur Rimuru. Rimuru a eu envie de lui casser une dent, mais il a réalisé que ça pourrait causer des problèmes à Kaijin, Vesta étant un ministre. Kaijin, lui, n'a pas hésité, il a frappé Vesta en pleine face, provoquant une onde de choc dans le bar. Vesta, hébété et choqué, Kaijin lui a mis un autre coup de poing, le remettant encore plus à sa place. Réalisant que des ennuis suivraient, Kaijin a proposé de travailler pour Rimuru. Rimuru, ravi, a pensé que c'était la meilleure nouvelle depuis sa réincarnation. Cette nuit-là, après l'incident au bar, Rimuru, Kaijin et les autres ont été arrêtés pour avoir agressé Vesta qui a dû être emportée sur une civière. Dans leur cellule, Rimuru a remarqué que Gupta dormait encore profondément après 48 heures. Kaijin, coupable, s'est excusé d'avoir entraîné les autres nains dans son pétrin. Quelques heures plus tard, alors que les nains dormaient encore, Gupta s'est enfin réveillé, confus. Rimuru, agacé, lui a dit de se rendormir, blaguant qu'il méritait l'au-delà pour être un tel dormeur. Paniqué, Gupta a essayé de se libérer, mais Rimuru l'a vite fait taire. Le lendemain, ils ont été conduits au palais pour leur procès. Rimuru a réalisé que le roi lui-même présidait l'affaire. Vesta, encore plus amoché, a exigé que le roi exécute Kaijin immédiatement. Le greffier a vite annoncé la sentence.
Kaijin aurait 20 ans de travaux forcés dans les mines, Rimuru et les autres 10 ans. Avant qu'on ne les emmène, le roi a demandé à Kaijin s'il reconsidérerait de rejoindre son armée. Kaijin a répondu qu'il avait déjà prêté allégeance à un nouveau maître et n'avait aucune intention de revenir là-dessus. Prenant ces mots comme un défi, les chevaliers se sont préparés à frapper, mais le roi leur a ordonné de se calmer. Au lieu de la prison, le roi a ordonné que Kaijin et son groupe soient exilés de la ville. Après leur départ, le roi s'est tourné vers Vesta et l'a destitué. Le greffier a montré au roi une des potions de soins que Rimuru avait fournies. Réalisant la valeur de la connexion de Rimuru, le roi a grondé Vesta pour avoir ruiné leur relation avec le Slim, car ils auraient pu avoir un approvisionnement infini de potions. Horrifié, Vesta a imploré le pardon, mais le roi lui a froidement dit d'aller se faire voir. Le lendemain, Kaijin et ses compagnons ont dit adieu aux soldats et sont partis pour leur nouveau voyage. Après quelques semaines, Rimuru s'est transformé en loup stellaire de la tempête et a lancé un puissant éclair noir sur un rocher, le brisant et faisant jaillir de l'eau, révélant un arc-en-ciel. Impressionné par l'immense pouvoir de l'éclair, Rimuru a décidé qu'il valait mieux garder cette compétence cachée. De retour au village, Kaijin avait commencé à enseigner aux gobelins la forge, tandis que Garm les instruisait dans la fabrication d'armures. Pendant ce temps, les nains enseignaient les techniques d'artisanat et les gobelins apprenaient à construire de vraies maisons. Rimuru a remarqué qu'à leur arrivée, plus de 500 nouveaux gobelins avaient migré, cherchant refuge dans la forêt de plus en plus dangereuse. Rimuru s'est demandé ce qui se passerait s'il les renvoyait. Le système l'a froidement informé qu'ils seraient tués par les monstres. Ne voulant pas les envoyer à leur perte, Rimuru a décidé de les accepter et les a tous nommés, ce qui a épuisé sa magie et l'a fait dormir plusieurs jours. À son réveil, Rimuru a traversé le village désormais animé et a découvert que Gobta s'était non seulement échappé de sa cellule, mais avait appris une nouvelle compétence, invoquer son loup de la tempête à volonté. Juste à ce moment, Rigar s'est approché, promu roi gobelin. Il a signalé que des humains suspects avaient été repérés dans la forêt, et il soupçonnait qu'ils venaient d'un pays lointain, visant probablement à étendre leur territoire. Pendant ce temps, dans la forêt, un groupe d'aventuriers humains fuyait une nuée de fourmis monstres après avoir accidentellement dérangé leur nid. Fatiguée de courir, une mystérieuse fille du groupe a tiré son épée, qui s'est aussitôt enflammée. Elle a lancé un puissant sort de feu, repoussant les fourmis. Alors qu'une fourmi l'a chargée, elle a sauté en l'air et l'a tuée avant d'en abattre une autre. À chaque coup, elle enflammait les fourmis, les faisant exploser. Les autres aventuriers étaient bouche bée, impressionnés par ses compétences. Mais le combat acharné a vite eu raison d'elle, et elle s'est affaiblie d'épuisement. Alors qu'une fourmi monstre essayait de la surprendre, un éclair noir a soudainement frappé, la tuant instantanément et faisant voler son masque. Rimuru est apparu dans la poussière et a rendu le masque à la fille, à la surprise des aventuriers, choqués de voir un Slim parlant. Quand Rimuru lui a rendu son masque, il a réalisé que c'était la même fille qu'il avait vue dans l'orbe de divination, celle destinée à être son âme sœur. Mais Rimuru ne pouvait s'empêcher de penser que cette rencontre était arrivée trop tôt. Plus tard ce jour-là, de retour au village, Rimuru a trouvé les aventuriers dévorant leur nourriture comme des gloutons affamés. En les observant, il a ressenti un étrange sentiment de familiarité et le système lui a rappelé qu'il les avait déjà vus dans la grotte. Quand Rigar a présenté Rimuru aux aventuriers comme leur grand maître, ils n'ont pas cru qu'un Slim moche était le chef du village. Pour les mettre à l'aise, Rimuru s'est présenté comme un Slim amical, mais la mystérieuse fille a fait remarquer qu'il citait des répliques de jeux vidéo. Les aventuriers ont remercié Rimuru de les avoir sauvés et ont commencé à se présenter. Kaval, leur chef, a présenté son groupe, tandis qu'Eren et Gaido ont exprimé leur gratitude pour la nourriture. Quand la mystérieuse fille s'est présentée comme Shizu, Rimuru a réalisé qu'elle venait vraiment du Japon. Kaval a expliqué que le maître de guilde avait envoyé leur groupe explorer la forêt pour les monstres. Rimuru a commencé à comprendre l'importance de la présence du dragon dans la grotte. Ce soir-là, Rimuru, curieux, a demandé à Shizu si elle venait vraiment du Japon. Shizu, cependant, l'a taquiné, se demandant pourquoi il s'était présenté avec des répliques célèbres de jeux vidéo. Alors qu'elle portait Rimuru, il a pensé que c'était son jour de chance et lui a dit que lui aussi venait du Japon. Excité par cette révélation, Shizu a retiré son masque et a demandé comment Rimuru était arrivé dans ce monde. Il a expliqué qu'il s'était réincarné après avoir été tué dans sa vie antérieure. Shizu a alors révélé qu'elle avait été invoquée dans ce monde. Rimuru s'est rappelé ce que Veldora lui avait dit sur les humains invoqués. Ils ne pouvaient désobéir à leurs invocateurs et étaient non trop souvent utilisés comme armes. Il a commencé à soupçonner que Shizu était dans une situation similaire. Rimuru a demandé comment elle était arrivée dans ce monde et Shizu a raconté qu'elle avait disparu dans une grande flamme pendant une guerre dévastatrice dans son monde. Voyant sa tristesse, Rimuru a voulu la réconforter, alors il a utilisé le système pour lui montrer des souvenirs de sa vie passée. Shizu a alors vu que Rimuru avait été un peu pervers dans son ancienne vie, obsédé par les jeunes elfes. Embarrassé, Rimuru a vite sauté ses souvenirs et lui a dit qu'après la guerre, le Japon avait été reconstruit en un grand pays.
Il a ajouté qu'il espérait transformer le village gobelin en quelque chose d'aussi prospère. Soudain, Shizu a laissé tomber Rimuru, gémissant de douleur. Inquiet, Rimuru a demandé ce qui n'allait pas, mais elle a prétendu avoir mangé de mauvais fruits. Rimuru, suspicieux, a pensé qu'elle cachait quelque chose. Le lendemain, Shizu s'est réveillé d'un mauvais rêve, tandis qu'Iren dormait encore profondément. Shizu a brièvement émis une petite flamme, mais s'est vite calmée. Plus tard ce matin-là, alors qu'elle contemplait une falaise, Rimuru l'a approchée et lui a demandé si elle aimait le village gobelin. Elle a admis que oui, mais a dit qu'elle devait partir bientôt pour éviter de mettre tout le monde en danger. Quand Rimuru a demandé si elle avait une destination, elle a révélé qu'elle était en quête de son invocateur. Alors qu'Eren et les aventuriers se préparaient à partir, elle a essayé de persuader Shizu de les rejoindre, mais Shizu a refusé, craignant que sa présence ne leur apporte que des ennuis. Au moment où il rejoignait les autres, Shizu a recommencé à gémir. Les aventuriers ont pensé que c'était juste un mal de ventre, mais soudain, son masque s'est fissuré et une puissante flamme a jailli vers le ciel, créant un tourbillon de nuages sombres au-dessus d'eux. En un instant, une énorme explosion enflammée a repoussé tout le monde. En regardant, choqués, ils ont réalisé que Shizu était en fait la célèbre conquérante des flammes. Comprenant le danger, Rimuru savait que ce serait une dure bataille. Il a rapidement ordonné à Rigar et Gopta d'évacuer les gobelins du village. Pendant ce temps, les flammes autour de Shizu se sont intensifiées et elle s'est transformée en l'esprit du feu Ifrit. Avec un rugissement assourdissant, une rafale de vent puissant a brisé les boucliers des aventuriers, les emportant. Ifrit a ensuite invoqué des dragons de feu qui ont commencé à brûler ce qui restait du village. Craignant le pire, Rimuru a dit aux aventuriers de s'enfuir. Cependant, ils ont insisté pour rester et se battre, croyant que c'était leur chance d'être des héros. Kavil a dit qu'il considérait Shizu comme une amie et Irin a ajouté qu'il ne pouvait pas l'abandonner. Rimuru, frustré, s'est demandé s'ils avaient perdu tout sens de la raison, vu qu'ils n'avaient aucune chance contre l'esprit du feu. Quand Rimuru a exigé de savoir ce qu'Ifrit voulait, Ifrit a répondu en lui lançant des flammes. Rimuru a contré avec sa lame d'eau, mais les flammes l'ont évaporé instantanément. Alors que les dragons de feu se rapprochaient, Iren a tiré une lance de glace sur l'un d'eux, le manquant de peu. Imperturbable, elle a continué à en lancer d'autres, jurant de se battre jusqu'au bout. Alors que les dragons lui crachaient des flammes, Rimuru a invoqué Ranga et a commencé à esquiver l'assaut ardent. Il a brièvement envisagé d'utiliser toute l'eau de son ventre pour éteindre les flammes, mais le système l'a averti que l'explosion de vapeur qui en résulterait détruirait tout autour d'eux. Juste à ce moment, Eren a réussi à empaler un des dragons avec sa stalactite, donnant une idée à Rimuru. Il a rapidement demandé à Eren de lui tirer une stalactite. Alors qu'il l'avalait, le système l'a analysé et Ranga a sauté par-dessus les dragons, pulvérisant de la glace autour d'eux. Soudain, des centaines de lances de glace sont apparues, frappant les dragons et les faisant exploser instantanément. Cependant, un dragon a échappé à l'attaque et, en se rapprochant, a explosé, détruisant le bouclier restant des aventuriers et les laissant inconscients. Les aventuriers, hors de combat, Rimuru a ordonné à Ranga de les emmener en sécurité dans la forêt. Déterminé à affronter Ifrit seul, Rimuru a fait face à l'esprit du feu. Ifrit a invoqué des dizaines de doubles enflammés pour l'encercler, tentant de cuire Rimuru comme de la nourriture dans de l'huile bouillante. Cependant, Rimuru a déchaîné son fusil à stalactite, éliminant rapidement les doublons jusqu'à ce qu'il ne reste que le vrai Ifrit. Mais Rimuru a vite réalisé qu'il était tombé dans un piège, car Ifrit l'a encerclé dans une énorme éruption, des flammes s'élevant tout autour de lui. De loin, les gobelins, regardant avec peur, ont supposé que Rimuru avait été réduite en cendres. Mais à leur surprise, Rimuru est resté complètement indemne. Le système l'a informé que sa résistance aux fluctuations thermiques annulait les effets du feu. Réalisant cela, Rimuru savait qu'il avait l'avantage dans le combat. Alors qu'Ifrit tentait de battre en retraite, Rimuru l'a ligoté avec du fil d'acier et a sauté hors des flammes. Désespéré, Ifrit a craché encore plus de feu sur Rimuru, mais cela n'a eu aucun effet. Avec sa compétence de prédateur, Rimuru a englouti Ifrit, absorbant complètement l'esprit du feu. Quand la bataille fut terminée, Rimuru a trouvé Shizu inconsciente au sol. Ce soir-là, alors qu'elle se reposait sous une tente, Shizu, clairement à ses derniers instants, s'est excusée d'avoir failli tout détruire. Alors qu'elle s'affaiblissait, elle a décidé de raconter son histoire à Rimuru avant de rendre son dernier souffle. Shizu, avec ses derniers souffles, a commencé à raconter son histoire à Rimuru. Elle a expliqué que lorsqu'elle a été invoquée pour la première fois dans ce monde, elle avait servi d'assistante au Seigneur Démon pendant plusieurs années. Un jour, lors d'une bataille avec un puissant héros, le Seigneur Démon l'a abandonnée dans son château. Pensant qu'elle pourrait gérer le héros, Shizu a essayé d'attaquer le héros, mais il était trop puissant, la repoussant facilement jusqu'à ce que l'épée de Shizu perde sa flamme. Cependant, au lieu de la tuer, le héros a épargné la vie de Shizu, réalisant qu'elle n'était qu'une enfant contrôlée par le Seigneur Démon. Le héros a décidé de la prendre sous son aile, lui montrant de la compassion. Le héros a donné à Shizu le masque résistant à la magie qui aidait aussi à supprimer les pouvoirs de l'esprit du feu Ifrit qui la possédait. Shizu a dit à Rimuru que voyager avec le héros avait été le moment le plus heureux de sa vie. Elle a appris à utiliser la magie et a même réussi à contrôler le pouvoir d'Ifrit grâce au masque. Mais un jour, le héros a mystérieusement disparu, laissant Shizu derrière lui. Le cœur brisé, Shizu s'est consacrée à devenir plus forte et s'est donné pour mission de traquer et de détruire les monstres partout où ils apparaissaient. Finalement, elle s'est lassée de se battre et a pris sa retraite.
devenant enseignante dans l'espoir de vivre une vie paisible. Le temps a passé, ses élèves ont grandi et sont partis chacun de leur côté, la laissant seule à nouveau. Quand Rimuru a demandé quel était son vrai désir, Shizu a admis qu'elle était fatiguée de ce monde et aspirait à trouver la paix. Elle a demandé à Rimuru de la consommer avec son slime, afin que son esprit puisse enfin reposer en paix. Ému par ces paroles, Rimuru a accepté, promettant de trouver et de vaincre un jour le seigneur démon en son honneur. Alors que Shizu rendait son dernier souffle, Rimuru a activé sa compétence de prédateur et l'a doucement avalée, la prenant dans son corps. Dehors, les aventuriers ont cru à tort que les potions de soins de Rimuru avaient aidé Shizu à récupérer. Rigard lui a apporté de nouveaux vêtements, mais en entrant dans la tente, ils ont trouvé un jeune enfant à sa place. Le loup, Ranga, a immédiatement reconnu la présence de Rimuru dans le corps de l'enfant. Les aventuriers étaient confus, pensant que l'enfant pourrait être Shizu, mais Ranga a expliqué qu'il pouvait sentir le mana de Rimuru dans la nouvelle forme. Pour révéler la vérité, Rimuru a repris sa forme de slime et a expliqué qu'il avait consommé Shizu à sa demande, lui permettant enfin de reposer en paix. Il s'est excusé de ne pas leur avoir dit plus tôt, comprenant à quel point ce serait difficile à digérer pour eux. Le lendemain, les aventuriers ont dit à Rimuru qu'ils retournèrent dans leur ville pour faire leur rapport au maître de guilde. Avant de partir, ils ont demandé à Rimuru de reprendre sa forme humaine une dernière fois. Après qu'il l'ait fait, ils l'ont remercié à la place de Shizu et ont promis d'aller de l'avant sans être des losers. En guise de cadeau d'adieu, Rimuru leur a fabriqué de nouvelles armures et robes qu'ils ont acceptées avec gratitude avant de quitter le village. Les jours suivants, Kaijin et les gobelins ont travaillé dur pour reconstruire le village et Rimuru pouvait déjà les imaginer avoir leur propre petite ville en quelques mois. Plus tard ce jour-là, Rimuru a informé Rigard qu'il se joindrait à eux pour le dîner, espérant que sa forme humaine lui permettrait de profiter de la nourriture comme tout le monde. Ravi de la nouvelle, Rigard a promis d'organiser un grand festin en l'honneur de Rimuru. Plus tard cet après-midi-là, Rimuru a rencontré Rigord et les autres gobelins alors qu'ils se préparaient à chasser pour le festin. Gopta, comme d'habitude, a fait un commentaire ridicule, se demandant si Rimuru allait développer une belle paire de missiles avec toute la nourriture qu'il mangerait. Agacé, Rimuru a vite remis Gopta à sa place d'un coup de pied. Ce soir-là, Rimuru a décidé de visiter son ancienne grotte, voulant tester la compétence dégénérée qu'il avait acquise de Shizu. Il a déchaîné une flamme noire et l'a rapidement fait disparaître, réalisant qu'elle aurait pu brûler la grotte. Curieux, il a mis le masque spécial de Shizu et le système l'a informé qu'il cachait désormais son aura, le faisant apparaître comme un humain ordinaire. Ravi, Rimuru a réalisé que cela signifiait qu'il pouvait visiter de nouvelles villes sans attirer l'attention indésirable. Juste à ce moment, Ranga a appelé Rimuru à l'aide par communication télépathique, alors il s'est précipité dans la forêt. Quand il est arrivé, il a trouvé Gopta blessé par l'attaque d'un ennemi. Bien que Gopta ait réussi à survivre, il a imploré une potion de soin. Rimuru, avec son taquinerie habituelle, a dit à Gopta qu'il était un crétin pour en mériter une. Sous les yeux de Rimuru, Ranga a affronté deux ennemis, tirant sur les arbres, mais les ennemis sont restés indemnes. Ils ont commencé à le charger, mais un mur de flammes est soudainement apparu, invoqué par un nouvel adversaire. Sentant que la situation devenait dangereuse, Rimuru a ordonné à Ranga de battre en retraite. Pendant ce temps, Rigard était engagé dans un combat avec un autre monstre, esquivant de justesse son arme. Pensant pouvoir désamorcer la situation, Rimuru a essayé de s'excuser et a suggéré de discuter. Cependant, l'ogre-chef l'a traité de démon maléfique, reconnaissant son masque comme appartenant à un ennemi notoire. L'ogre, la colère dans les yeux, a déclaré qu'il était venu venger ses frères tués. Il a ensuite chargé Rimuru, tentant de le tuer, mais Rimuru a disparu avant qu'il ne puisse le frapper. Un ogre géant a essayé d'enfoncer Rimuru dans le sol, mais Rimuru a rapidement lancé un souffle de paralysie, endormant l'ogre et a à peine esquivé l'attaque d'un autre ogre. En esquivant, Rimuru a immobilisé un des ogres avec du fil d'acier et a brisé l'épée d'un autre avec son armure corporelle, envoyant l'ogre s'écraser contre un arbre. Avec seulement deux ogres restants, Rimuru s'est demandé s'ils étaient prêts à écouter la raison, mais l'ogre-chef a rejeté ses paroles, insistant sur le fait qu'il ne se rendrait jamais à un orc. Alors que Rimuru essayait d'expliquer qu'il se trompait de personne, l'ogre aîné lui a tranché le bras dans le chaos, se demandant comment il avait manqué la tête de Slim de Rimuru. Juste au moment où l'ogre-chef s'apprêtait à achever Rimuru, Rimuru a régénéré son bras instantanément avec sa régénération ultra rapide. Le chef ogre a lancé une flamme pour réduire Rimuru en cendres, mais Rimuru est sorti du feu. Indemne, décidé à montrer sa puissance, il a retiré son masque, dégageant une aura de dingue. Il a lancé une flamme noire vers le ciel, créant une tornade de feu géante. Pour impressionner, il a pulvérisé un rocher avec une flamme sombre. Juste avant que le chef ogre ne fonce, un jeune ogre est intervenu. Rimuru n'était peut-être pas leur ennemi. Le chef ogre a hésité et Rimuru a fait disparaître les flammes. Curieux, le chef ogre a demandé qui il était. Rimuru s'est présenté, s'est transformé en Slim et lui a offert son masque à inspecter. En l'examinant, les ogres ont compris que le masque avait des propriétés anti-magie et que Rimuru n'était pas l'ennemi qu'ils croyaient. S'excusant du malentendu, Rimuru les a invités à dîner et la paix fut scellée. Cette nuit-là, en mangeant, Rimuru a réalisé qu'il pouvait de nouveau goûter à sa grande joie. Les gobelins étaient aussi ravis. Mais pendant le dîner, Kaijin a appris que les ogres avaient été attaqués par des orques, ce qui l'a intrigué.
Dans la hiérarchie des monstres, les ogres étaient bien plus forts que les orques, donc ça n'avait aucun sens. Le chef ogre a expliqué que les orques avaient attaqué en nombre écrasant pendant qu'ils dormaient. Rigard soupçonnait que les orques étaient soutenus par un ennemi inconnu. Le chef ogre a ensuite mentionné avoir vu un seigneur démon masqué pendant l'attaque. Quand Rimuru a demandé comment il comptait de reconstruire et gérer la menace orque, le chef ogre a réalisé qu'il n'avait aucun plan. Sentant leur besoin de soutien, Rimuru leur a suggéré de rester avec lui, leur offrant gîte et couvert. N'ayant nulle part où aller, le chef ogre a considéré l'offre de Rimuru incertain mais intrigué. Cette nuit-là, le chef ogre a frappé un arbre de frustration, se sentant faible de n'avoir pu sauver son village. Mais le lendemain, il a accepté l'offre de Rimuru de rester et lui a juré fidélité. Content de cette décision, Rimuru a décidé de nommer chaque ogre. Mais après les avoir tous nommés, il s'est évanoui d'épuisement. Quand Rimuru s'est réveillé, plusieurs jours s'étaient écoulés et ses souvenirs étaient flous. Le chef ogre s'est agenouillé et s'est présenté sous son nouveau nom, Benimaru. Rimuru a réalisé qu'il était passé en mode veille après les avoir nommés, mais était confus de se sentir plus petit, malgré l'augmentation de sa magie. Il a supposé que c'était son évolution. Shuna, une autre ogre, s'est présentée, Rimuru l'a reconnue comme la princesse. Peu après, il a découvert que l'ogre aux cheveux violets le caressant était Shion et l'aîné s'appelait Hakuro. Quand il a demandé pour le dernier, un ogre moins moche que dans ses souvenirs est entré et s'est présenté comme Kuro. Rimuru n'a pas pu s'empêcher de remarquer à quel point les ogres étaient différents des gobelins de son village. Quelques jours plus tard, Rimuru a demandé à Benimaru pourquoi son village avait été attaqué. Benimaru a expliqué que c'était après avoir refusé l'offre d'un homme mystérieux qui voulait lui donner un nom. Rimuru a alors compris que c'était le même soldat démon qui avait nommé le fils de Rigurd des mois auparavant. À ce moment-là, Suei est apparu et a rapporté à Rimuru qu'un groupe d'hommes lézards se dirigeait vers leur village. Ils pensaient que c'était urgent car ils avaient visité des villages gobelins voisins. Rimuru savait que ce n'était qu'une question de temps avant leur arrivée. Quelques jours plus tard, Rimuru a découvert que Shuna avait un talent pour la soie. Mais Shuna s'en est lassée et a essayé de prendre la forme de slime de Rimuru pour elle. Mais Shion, maintenant secrétaire de Rimuru, n'était pas prête à céder sa place. Alors que les deux ogres dégageaient une aura puissante pour Rimuru, Shion l'a arrachée avant que Shuna n'agisse. Cet après-midi-là, Rimuru a informé les ogres que Shion lui avait préparé le déjeuner, mais ils ont tous vite refusé, conscients du cauchemar qui les attendait. Suei a invoqué ses doubles, disant à Rimuru qu'il allait explorer la zone, puis a disparu. Peu après, Shion est arrivé avec le déjeuner et Rimuru a réalisé que c'était le pire repas qu'il ait jamais vu. Shion l'a pressé de manger avant que ça ne refroidisse, mais Rimuru sentait déjà son âme dériver vers le nirvana après une seule bouchée. Trop terrifié pour manger, le système a conseillé à Rimuru d'incliner la cuillère vers sa droite. Suivant la suggestion, il a discrètement passé la nourriture à Gobta, qui a immédiatement avalé la concoction dégoûtante et gluante. Horrifié, Gobta a hurlé d'agonie avant de s'évanouir, comme si son âme avait quitté son corps. Rimuru, pensant que Gobta avait fait un noble sacrifice, espérait qu'il trouverait la paix dans l'au-delà. Quelques jours plus tard, Rigard a informé Rimuru qu'un groupe d'hommes lézards était arrivé et l'attendait. Benimaru et d'autres ogres ont proposé de l'accompagner. Quand ils ont rencontré les hommes lézards hors du village, Rimuru s'est demandé où était le chef. À ce moment-là, un homme lézard pompeux et moche a bondi, se présentant comme Gabaru. Il a exigé qu'ils lui baissent de les pieds, se proclamant leur nouveau sauveur. Rimuru et les autres ont vite compris que Gabaru n'était qu'un clown stupide. L'arrogance de Gabaru grandissant, Shion s'est énervé et, frustré, a serré Rimuru comme une balle anti-stress. Gabaru a continué à se vanter, avertissant que l'armée orque marchait vers leur village et que leur seul espoir était de rejoindre son armée. Il les a même insultés, les traitant de faibles. Shion, enragé, a serré Rimuru encore plus fort. Quand Rimuru a essayé d'expliquer qu'il n'avait pas vraiment apprivoisé les loups, Gabaru lui a dit grossièrement de se taire. À ce moment-là, Rimuru a décidé d'invoquer Ranga. Quand Ranga est apparu, les ogres ont remarqué qu'il avait doublé de taille. Gabaru, clairement intimidé, a exigé que Ranga rejoigne son armée et abandonne Rimuru. Impassible, Ranga l'a juste fixé. Frustré par l'absence de réponse de Ranga, Gabaru a bêtement défié Rimuru en duel, espérant impressionner le loup par une victoire. Avant que le duel ne commence, Gobta est soudainement réapparu à la grande surprise de Rimuru. Se demandant comment Gobta avait survécu à la nourriture désastreuse, le système a révélé qu'il avait acquis la compétence résistance au poison grâce à l'expérience. Ranga a déposé Gobta devant Gabaru et Rimuru, amusé, lui a dit de lui botter le cul. Alors que le duel commençait, Gobta a lancé sa lance sur Gabaru qui l'a esquivé de justesse. Gabaru a riposté avec sa lance, mais Gobta avait déjà disparu grâce à sa nouvelle compétence d'ombre et l'a mis à terre d'un coup de pied rapide. Impressionné, Rimuru l'a déclaré vainqueur et tout le monde a commencé à penser que Gobta pourrait être le prochain grand guerrier.
Agacé par le comportement des hommes lézards, Rimuru leur a dit de dégager leur seigneur Louther et ils se sont vite enfuis comme des poulets effrayés. Le lendemain, lors d'une réunion, Souei a informé tout le monde que 200 000 soldats orques marchaient vers le village. Rimuru a commencé à se demander comment il pourrait vaincre une armée aussi massive. Il soupçonnait qu'un seigneur démon soutenait la guerre, mais Benimaru a suggéré qu'un seigneur orc menait plutôt les forces. Souei a mentionné qu'un de ses doubles avait rencontré un esprit des arbres qui souhaitait rencontrer Rimuru. Excité à l'idée de rencontrer un esprit des arbres, ce dont il avait toujours rêvé, Rimuru a immédiatement accepté. Devant leurs yeux, une lumière brillante est apparue et une plante magique a jailli de la table. Révélant le jeune esprit des arbres, elle s'est présentée comme trainee et s'est excusée de sa visite inopinée. Elle voulait que Rimuru vainque le seigneur orc, le seul capable de sauver sa forêt. Cependant, Benimaru est devenu méfiant, se demandant pourquoi elle n'avait pas cherché de l'aide ailleurs. Trainee a expliqué qu'avec le village ogre déjà détruit, son meilleur espoir reposait sur le roi Slim, croyant que seul Rimuru pouvait vaincre le seigneur orc et empêcher la forêt d'être anéantie. Avec tout le monde attendant sa réponse, Rimuru a dit à Trainee qu'il considérerait la décision attentivement. Alors qu'ils continuaient leur réunion, Rimuru a demandé pourquoi les orques attaquaient chaque village de la forêt. Souei a expliqué que les orques essayaient de devenir plus forts en dévorant leurs victimes. Trainee a ajouté que le seigneur orc possédait une compétence spéciale, faim, qui s'étendait à son bras, leur permettant de dévorer n'importe quelle victime et de gagner sa force, les rendant une menace de plus en plus dangereuse. Cependant, peu importe ce que les orques consommaient, ils n'étaient jamais satisfaits, toujours affamés de plus de pouvoir. Réalisant les intentions des orques, Rimuru a pensé qu'ils avaient une chance de les affronter et a suggéré que les gobelins et les loups-garous pourraient servir de bons appâts. Trainee a alors révélé qu'un soldat d'un seigneur démon avait invoqué le seigneur orc, mais Rimuru a hésité, incertain de pouvoir lui faire entièrement confiance. Sentant son doute, Trainee lui a demandé une fois de plus de vaincre le seigneur orc pour le bien de la forêt. Pour être sûr, Rimuru a demandé conseil au système et il a confirmé que Trainee, en tant que protectrice de la forêt, soutiendrait toujours le bien contre le mal. C'était tout ce que Rimuru avait besoin d'entendre, mais avant qu'il ne puisse répondre, Shion a accepté la tâche en son nom. Rimuru, se transformant à nouveau en slime, a accepté d'éliminer leurs ennemis. Cependant, la question de savoir comment gérer 200 000 orques persistait. Il a pensé qu'il serait sage de former une alliance avec les hommes lézards, mais certainement pas avec l'arrogant Gabaru. Souei a suggéré de rencontrer le roi lézard pour sceller l'alliance et Rimuru espérait le succès. Le lendemain, Rimuru est arrivé au palais du roi lézard. Son aura puissante a immédiatement troublé les gardes, qui se sont demandé qui il était, sentant que sa puissance était suffisante pour les détruire tous. Rimuru s'est présenté comme un messager de son maître, exprimant son désir de former une alliance. Le roi lézard, qui n'avait jamais entendu parler de Rimuru, était confus. Souei est intervenu, expliquant que Rimuru était leur grand maître qui avait juré de vaincre le seigneur orc. Un des hommes lézards, doutant des paroles de Souei, a tenté de le défier. En réponse, Souei a rapidement piégé le challenger dans un fil d'acier, mettant presque fin au combat avant que le roi lézard n'intervienne, demandant la paix. Souei, respectant la demande du roi, a libéré l'homme lézard et a réitéré qu'il ne cherchait qu'une alliance. Réalisant que Rimuru pouvait être un allié précieux, le roi lézard a accepté l'alliance mais a demandé à rencontrer Rimuru en personne avant la bataille. Souei a trouvé cela raisonnable et a promis qu'il reviendrait dans une semaine. Il a aussi averti le roi lézard d'éviter de charger au combat avant l'arrivée des renforts de Rimuru. Quelques heures plus tard, le roi lézard s'est adressé à son armée, rassemblée dans la grotte, leur ordonnant d'éviter d'engager directement les orques et de se concentrer sur la défense de leur territoire jusqu'à ce que les forces de Rimuru puissent les rejoindre. Après quelques jours, Gabaru a fait irruption dans le palais des hommes lézards, exigeant qu'ils passent à l'offensive contre les orques. Le roi lézard, cependant, lui a rappelé qu'il temporisait pour leur allié, Rimuru. Convaincu d'avoir un meilleur plan, Gabaru a insulté son père, le traitant de loser faible et dégoûtant, et a pris le contrôle de l'armée. Il a ordonné à ses forces de renverser le roi, l'enfermant dans une cellule, et attirer le pouvoir de la lance vortex du roi. Alors que d'autres soldats arrivaient en soutien à Gabaru, il les a menés au combat dans les marais, impatients de prouver sa supériorité. Alors que l'armée de Gabaru commençait à massacrer les orques qui avançaient, ils ont vite remarqué quelque chose d'horrible. Les orques restants dévoraient des corps de leurs camarades tombés. En voyant cela, Gabaru a réalisé avec horreur qu'il était bien un loser stupide. Devant ses yeux, les orques ont commencé à dégager une aura encore plus grande, leur pouvoir augmentant à chaque corps consommé. Pendant ce temps, Rimuru et ses compagnons se sont précipités vers le village des hommes lézards, espérant arriver avant les orques. Par communication mentale, Souei a informé Rimuru qu'un orque de haut rang attaquait un soldat homme lézard et a demandé s'il pouvait rejoindre le combat puisqu'ils étaient alliés. Rimuru lui a donné la permission d'aider les hommes lézards. Quand Rimuru et son équipe sont arrivés, Souei avait déjà tué les orques, mais le soldat homme lézard était gravement blessé. Sans hésiter, Rimuru lui a donné une potion de guérison et elle a été choquée de la rapidité de sa guérison.
La soldate s'est présentée et a expliqué que son frère stupide Gabaru avait renversé leur père et mené leur armée dans une guerre qu'ils ne pouvaient pas gagner. Elle a supplié Rimuru de sauver leur père avant qu'il ne soit tué par le seigneur orc. Avant que Rimuru ne puisse répondre, Shion est intervenu, le taquinant, disant qu'il était trop gentil pour dire non et qu'il aiderait Gabaru. Rimuru, un peu exaspéré, s'est demandé quand Shion avait commencé à prendre les décisions. Il a ensuite ordonné à Suei de sauver le roi lézard de sa cellule et aux autres de se préparer au combat. De retour sur le champ de bataille, Gabaru et ses hommes se sont retrouvés encerclés par les orques qui avaient grandi en force après avoir consommé des hommes lézards tombés. Gabaru a réalisé que les orques avaient acquis des pieds palmés et des écailles en dévorant leurs ennemis. Alors que les orques se rapprochaient, Gabaru a essayé de rallier ses troupes, les exhortant à ne pas fuir et un instant, ils ont cru qu'il était un chef courageux. À ce moment-là, un orque massif est apparu devant eux et Gabaru, pensant que c'était le seigneur orc, a décidé de le défier en duel, espérant mettre fin à la guerre. L'orque cependant a révélé qu'il n'était qu'un général dans l'armée du seigneur orc. Malgré cela, Gabaru a persisté, déterminé à ne pas reculer. Le général orc a repoussé Gabaru avec facilité et quand Gabaru a lancé son Vortex Crash, le général l'a contré avec sa propre attaque de vent, provoquant une explosion massive. Le général a ensuite déchaîné Chaos Eater, mais Gabaru a réussi à l'esquiver. Les soldats de Gabaru ont essayé de l'aider, mais il leur a ordonné de rester en arrière. Il a chargé pour affronter le général seul, repoussant les attaques avant d'être de nouveau mis à terre. Gabaru, dans une tentative désespérée, a lancé une autre attaque, mais le général orc l'a facilement bloqué et a envoyé Gabaru voler comme une poupée de chiffon. Juste au moment où le général s'apprêtait à porter le coup de grâce, Gopta est apparu, sauvant Gabaru juste à temps. Gabaru, sous le choc, a pensé que Gopta était le chef des gobelins, mais Gopta, confus, a demandé pourquoi le visage de Gabaru était si ridicule. Ranga est apparu, informant Gabaru que Gopta était le capitaine des cavaliers gobelins et qu'ils étaient venus le sauver sur ordre de Rimuru. Le général orc, peu impressionné, a déclaré qu'il n'était que de la nourriture pour son ventre et s'est préparé à les détruire. Mais avant qu'il ne puisse agir, des formations mystérieuses sont apparues sur le champ de bataille, anéantissant son armée en un instant. Le général orc, confus et paniqué, a pensé que les hommes lézards étaient responsables des attaques mystérieuses, se demandant comment les éliminer tous à la fois. Mais alors que d'autres orques étaient détruits, Benimaru et les autres sont apparus sur le champ de bataille. Benimaru, rempli de rage, a annoncé qu'il était venu venger ses frères. Une lumière mystique est apparue dans sa main et il a averti les orques qu'il les anéantirait sans laisser de traces. Il a lancé la lumière sur l'armée orque qui s'est transformée en une couverture destructrice faisant exploser un grand nombre d'orques instantanément. Malgré la puissance écrasante de l'attaque, le général orque croyait obstinément qu'il pouvait encore gagner et a refusé d'abandonner la bataille. À ce moment-là, Ranga s'est avancé comme le nouveau challenger, dégageant une aura puissante. Alors que des nuages sombres s'accumulaient, une puissante tornade est descendue, suivi de centaines d'autres, balayant des sections entières de l'armée orque. Rimuru, choqué, a demandé au système de quelles compétences il s'agissait, et le système l'a informé que c'était tempête mortelle assez puissante pour détruire une armée entière. Quelques instants plus tard, la foudre noire a frappé le général orc, le détruisant instantanément. Avec un rugissement puissant, Ranga a calmé la tempête, et à cet instant, il a évolué en loup étoile de tempête. Pendant ce temps, Benimaru a déchaîné d'autres de ses couvertures dévastatrices et Hakuro a traversé le champ de bataille, tuant rapidement les orques. Les orques restants, pensant qu'ils avaient encore une chance, ont bêtement tenté d'attaquer Shion. En réponse, elle a lancé une entaille si puissante qu'elle a tout anéanti sur son passage sur des kilomètres. Rimuru, témoin de cela, a pris note mentalement de ne jamais la contrarier. Alors que les couvertures de Benimaru continuaient d'anéantir les orques, Rimuru espérait que les ogres resteraient avec lui après la guerre. Mais à ce moment-là, il a remarqué le seigneur orc et a décidé de mettre son masque, réalisant que la bataille finale était proche. Avant que Rimuru ne puisse agir, un bruit fort a retenti et une lumière a traversé le ciel, s'écrasant au sol. Quand la poussière s'est dissipée, une créature laide et sans valeur se tenait devant eux, les maudissant d'avoir ruiné son grand plan. Rimuru a reconnu la créature comme Gelmud, un officier de l'armée du seigneur démon, qui avait donné leur nom à Gabaru et au seigneur orc. Gelmud, rempli d'arrogance, a révélé qu'il voulait créer un nouveau seigneur démon de la forêt qui serait sa marionnette, obéissant à ses ordres. Il a expliqué que la guerre était orchestrée pour que le dernier monstre survivant évolue en seigneur démon. Gabaru, toujours aussi naïf, a demandé si Gelmud était venu pour faire de lui le seigneur démon. Gelmud a ricané, le traitant de bon à rien et lui ordonnant de se préparer à être mangé par le seigneur orc pour le renforcer. Quand le seigneur orc a demandé comment dévorer Gabaru ferait de lui le seigneur démon, Gelmud a rejeté la question, insistant que c'était sans importance et lui ordonnant de le faire. Cependant, le seigneur orc, sceptique quant aux intentions de Gelmud, a refusé de lui faire confiance. Enragé, Gelmud a décidé de tuer Gabaru lui-même, tirant une puissante explosion d'énergie sur lui. Les soldats de Gabaru se sont bravement jetés devant l'attaque, subissant les dégâts pour protéger leur chef. Gelmud, loin d'avoir fini, a préparé une attaque plus grande pour achever Gabaru, affirmant que le meilleur moyen de donner un sens à sa vie était de le donner en pâture au seigneur orc. Alors que Gelmud déchaînait un barrage d'explosions d'énergie, Rimuru est intervenu absorbant toutes les attaques avec facilité.
Il a qualifié l'attaque de faible et a lancé des potions de guérison à Gabaru, lui disant de soigner ses hommes blessés. Rimuru, malgré la folie précédente de Gabaru, a admiré son courage de continuer le combat même quand la victoire semblait impossible. Décidant qu'il était temps d'en finir, Rimuru a frappé Gelmud, faisant taire ses paroles viles, et a enchaîné avec un autre coup, le repoussant. Gelmud ne voulant pas riposter, Rimuru s'est demandé si le démon avait une capacité cachée, mais n'en voyant aucune, il l'a jeté à terre. Exigeant de savoir qui était le vrai seigneur démon, Rimuru a été choqué quand Gelmud a supplié le seigneur orc de l'aider, lui rappelant qu'il lui avait donné son nom. À ce moment-là, le seigneur orc s'est souvenu des paroles de Gelmud, qu'il était destiné à régner sur la forêt de Jira comme le désastre orc. Saisissant l'occasion, le seigneur orc a tranché Gelmud avec son énorme couperet et a commencé à dévorer son corps. Alors que le seigneur orc consommait Gelmud, son aura est devenue immensément puissante et le système a informé Rimuru que les magiculaires du seigneur orc montaient en flèche. Il allait devenir un seigneur démon. Un vent sombre l'enveloppa, le fléau orc était né, le système confirma la transfo. Rimuru comprit le danger de ce cochon rhino pour le monde. Le fléau orc menaçait d'anéantir toute vie dans la forêt. Rimuru ne pouvait pas le laisser vivre et se prépara au combat. Les ogres, sûrs d'eux, demandèrent à Rimuru de les laisser gérer le combat. Shin frappa la première, sautant pour attaquer, le fléau orc la bloqua et la repoussa. Sans se décourager, elle chargea. Le fléau orc croyait l'achever quand Akuro apparut, lacérant le monstre. Pourtant, le fléau orc rattacha vite sa tête grâce à un soin amélioré. Sway l'emprisonna avec des fils d'acier, Benimaru enchaîna avec une lumière mystique qui devint un bouclier magique, puis un enfer de flammes pour l'empêcher de guérir. Ranga invoqua le tonnerre noir, Rimuru sentit l'attaque faible et conseilla à Ranga de garder ses magiculites pour récupérer. La fumée dissipée, le fléau orc semblait quasi invincible avec 9 vies. Alors, un orc s'offrit en sacrifice au fléau orc. Sans hésiter, il le dévora, gagnant plus de puissance. Toujours affamé, il lança une attaque d'énergie en dizaines de déflagrations, mais Rimuru les absorba toutes. Rimuru dit aux ogres qu'il prenait le contrôle. Il s'approcha du monstre, demandant au système de le préparer au combat, débloquant un nouveau pouvoir. Le fléau orc, conscient de sa force, ordonna à son dévoreur de chaos de le consumer. Mais Rimuru esquiva facilement, tranchant le bras du monstre et détruisant son couperet. Alors qu'il pensait avoir le dessus, le fléau orc arracha une autre arme pour continuer. Une énorme explosion d'énergie l'entoura. Le fléau orc, fixé sur Rimuru, déclara vouloir le dévorer, lançant un barrage de lumière puissante. Rimuru absorba chaque attaque et s'approcha. Au plus fort du combat, le fléau orc réussit à l'attraper, menaçant de le dévorer. Mais Rimuru activa vite un cercle de flammes assez chaude pour rôtir le diable. Pourtant, à la surprise de Rimuru, le fléau orc resta indemne, ayant une résistance au feu. Rimuru dit au système de se retirer, gérant le monstre seul. Il se transforma en Slim et déclara qu'il dévorerait le fléau orc jusqu'à ce qu'il ne reste rien. Il fondit sur l'orc, s'étalant comme de la colle. Le fléau orc tenta frénétiquement de repousser le Slim, mais Rimuru continua de l'envelopper, s'étirant sur tout son corps jusqu'à le submerger. Le fléau orc lutta en vain, Rimuru le consumant lentement. En plongeant dans les souvenirs du seigneur orc, Geld, il vit que quelques mois plus tôt, Geld avait quitté son village pour chercher de la nourriture pour les siens affamés. Affaibli par la faim, Geld s'était effondré. Gelmud le trouva, lui offrant un nom et de la nourriture pour qu'il devienne un seigneur démon. Geld dit à Rimuru qu'il ne pouvait pas être vaincu, car son clan mourrait de faim. Rimuru lui dit que c'était trop tard, il était vaincu et allait se dissoudre en lui. Ayant pitié des siens, Geld se demanda comment son clan survivrait. Rimuru, malgré la situation, offrit de dévorer les péchés de Geld et des orques, leur permettant de trouver la paix au Nirvana. À ce moment, Geld redevint lui-même et se retrouva au paradis, libéré de la faim. Il remercia Rimuru et disparut, le système annonçant que Geld était entré dans l'au-delà. Avec la défaite de Geld, la colline d'eau se dissipa, révélant Rimuru. Les orques, reprenant leurs esprits, décidèrent de mettre fin à la guerre. Tous célébrèrent leur victoire, soulagés que la bataille soit finie. Le lendemain, Rimuru demanda aux ogres s'ils rentraient au village après la guerre. Mais Benimaru exprima son désir de servir Rimuru, offrant son allégeance, voulant rester ses fidèles.
Shin, ravi, déclara joyeusement avoir le meilleur job du monde et être prête à faire de ses canons son oreiller. Le lendemain, tous les monstres se réunirent pour discuter du sort des orques. Beaucoup se demandaient quelle punition ils méritaient pour la destruction. Rimuru les choqua en disant qu'il ne punirait pas les orques. Il expliqua que par désespoir, n'importe quelle race aurait fait pareil. Le roi lézard désapprouva, disant qu'il méritait une punition, mais Benimaru rappela que la faim est un puissant moteur. Sans punition, le roi lézard demanda ce qu'il adviendrait des orques. Avec plus de 50 000 restants, Rimuru vit une opportunité. Il pourrait reconstruire le village gobelin. Un orque, surpris par sa générosité, demanda pourquoi il les accepterait. Rimuru expliqua que les occuper les empêcherait de tomber entre les mains d'un diable pire que Jaltmon. C'était la meilleure nouvelle pour les orques, qui remercièrent roi Rimuru pour cette chance de rédemption. Traini, satisfaite, annonça qu'elle partagerait les richesses de la forêt avec les orques, assurant leur nourriture. En tant que gardienne, elle déclara aussi Rimuru nouveau chancelier de la forêt de Jira. Tous les clans étant d'accord, Rimuru accepta le poste de chancelier, prêt à mener la forêt vers une ère de paix. Après la réunion, les ogres partant, un monstre orc demanda pardon. Benimaru, ne voulant pas l'exécuter, pensait que ce serait un gâchis de talent. Le lendemain, Rimuru fit de cet orc le nouveau chef du clan et le nomma Glenn en l'honneur de leur ancien chef. Une lumière mystique entoura Glenn alors qu'il évoluait en roi orc. Plus tard, Rimuru nomma tous les orques survivants, s'endormant d'épuisement. En quelques mois, les orques apprirent à construire des maisons et devinrent experts grâce à leur force massive. Ils construisirent de 2 fois plus vite, installant aqueducs, toilettes à chasse et égouts grâce aux connaissances de Rimuru, ancien entrepreneur. La ville se rapprochant de sa vision, Rimuru était fier de leur progrès. Un jour, Souei apparut, avertissant Rimuru qu'un groupe de chevaliers approchait. Rimuru comprit vite qu'ils étaient menés par le roi héros des nains. Craignant des problèmes, il ordonna à Benimaru de préparer l'évacuation en cas de guerre. Le roi héros arriva. Kaijin se précipita pour le saluer, mais le roi commenta que son visage était pire que des déchets. Rimuru se présenta comme chancelier de la forêt de Jira, se transformant en humain pour gagner du respect. Le roi défia Rimuru, voulant tester sa force. Il proposa un défi. Si Rimuru bloquait toutes ses attaques, il gagnerait. Au début du défi, Traini, l'esprit des arbres, apparut comme témoin. Le combat commença. Le roi utilisa sa puissante technique du tonnerre ciel-terre. Rimuru évita de justesse, puis bloqua l'attaque suivante, choquant tout le monde. Impressionné, le roi s'excusa et demanda comment il avait appris à contrer sa technique. Rimuru révéla l'avoir appris de son maître d'épée, Akuro, qui s'avança. Le roi reconnut Akuro comme son ancien professeur et ils se retrouvèrent avec joie. Ce soir-là, le roi proposa un traité à Rimuru, reconnaissant la croissance rapide de la forêt en ville prospère. Il croyait que la ville de Rimuru surpasserait les autres et deviendrait la plus puissante du monde. Rimuru accepta le traité et décida de nommer leur nouvelle ville Fédération de Tempête, inspirée par son nom dans la forêt. Rigar, ravi, suggéra de nommer leur village capitale Rimuru. Rimuru s'opposa d'abord à nommer la capitale Rimuru, mais Benimaru et Shin insistèrent que c'était le nom parfait, ne lui laissant pas le choix. Quelques jours plus tard, le roi héros des nains revint avec un cadeau inattendu. Vesta jeté au sol devant tous. Le roi expliqua que Vesta avait été viré du palais pour inutilité et espérait que Rimuru l'aiderait à trouver un but. Vesta, honteux, implora pardon et promit de s'améliorer, offrant même de travailler comme esclave. Kaijin garantit les talents de Vesta, demandant à Rimuru de l'accepter en ville. Rimuru accepta et Vesta promit d'arrêter d'être un fauteur de troubles. Le roi s'envolant, Rimuru remarqua Gaburu en ville. Shin, frustré, menaça de lui couper la tête, mais Gaburu affirma avoir de bonnes intentions et vouloir prouver sa loyauté. Sa sœur, demandant la pitié de Rimuru, expliqua que Gaburu était fauché et sans abri. Incapable de refuser, Rimuru l'accepta en ville, aux grandes dames de Shin. Plus tard, Rimuru nomma la sœur de Gaburu et son entourage, leur donnant des noms qui dégoûtèrent Gaburu. Cependant, Gaburu, jaloux, fut entouré d'une lumière dorée, débloquant un pouvoir caché et annulant son nom. Après que Rimuru ait nommé sa sœur et ses compagnons, ils évoluèrent en forme draconique. Rimuru chargea Souei de les entraîner en grands guerriers, bien que Souei doutait.
Vesta reçut un labo dans la grotte, libre de faire ses expériences. Dans une ville lointaine, 4 seigneurs démons observaient Rimuru dans un orbe, le voyant dévorer le seigneur orc. Une seigneur démon, Milim, pensait que Rimuru serait un digne adversaire et voulait le rencontrer. Clayman lui rappela qu'ils avaient la convenue d'éviter la forêt, mais Milim ignora ses avertissements et s'envola par la fenêtre. Sentant une énorme vague de pouvoir magique approcher, Rimuru se précipita pour l'intercepter. Une lumière s'écrasa dans la forêt, soulevant un nuage de poussière. La poussière dissipée, Milim se présenta, révélant être une seigneur démon venue rencontrer Rimuru, le plus fort de la ville. Elle le piqua comme un ballon, curieuse de voir s'il éclaterait. Milim se vanta de voir les niveaux de magie de tous, même cachés. Rimuru envisagea de vérifier ses stats, mais décida que ça ne valait pas le coup vu son attitude plate. Quand on lui demanda ce qu'elle voulait, Milim répondit qu'elle se présentait juste. Peu après, Shin l'attaqua, mais Milim attrapa facilement sa lame et la jeta. Sway la lia de fils d'acier, Benimaru la piégea, mais Milim détruisit tout avec aisance, libérant un vent puissant qui laissa un trou énorme. Réalisant sa puissance, Rimuru décida d'intervenir. Milim, le trouvant faible, le défia de la vaincre en une seule attaque. Rimuru accepta malgré l'avertissement du système qu'elle était 10 fois plus forte. Il eut vite une idée et, au lieu de combattre, fourra une délicieuse boulette au miel dans la bouche de Milim. Elle fut instantanément submergée par le goût et en demanda plus. Rimuru lui dit d'admettre sa défaite, promettant plus de nourriture en échange. Milim, désespéré d'en goûter encore, accepta un match nul et promit de ne jamais attaquer la Fédération de Tempête. Satisfait, Rimuru lui donna plus de miel, craignant qu'elle ne dévore tout. Alors que Milim se gavait de miel, elle demanda à Rimuru s'il avait pensé à devenir seigneur démon. Rimuru, désintéressé, dit que le titre était inutile et ajouterait des ennemis à sa vie déjà compliquée. Choqué par sa réponse, Milim exigea d'en savoir plus sur lui et comment il pouvait avoir plus d'ennemis qu'un seigneur démon. Agacé par son insistance, Rimuru accepta de lui montrer la ville mais la prévint de bien se tenir. Les ogres, impressionnés, pensèrent que Rimuru avait dompté une seigneur démon. Benimaru plaisanta sur Rimuru, un vrai tombeur pour un tel exploit. Alors Gaburu apparut, se demandant qui était l'étrange fille, avant d'être assommée par un seul coup de poing de Milim. Elle expliqua qu'elle était de bonne humeur, seule raison pour laquelle elle l'avait épargnée. Gaburu, lui, vit sa vie défiler. Tentant de ramener le calme, Rimuru demanda à Milim d'arrêter de faire sa crise d'ado, mais elle rit, disant qu'elle disait juste bonjour. Plus tard, Rimuru présenta Milim à la ville et tous furent choqués de voir une seigneur démon parmi eux. Les citoyens s'émerveillèrent du génie de Rimuru d'avoir lié d'amitié une tyranne notoire comme Milim. À leur surprise, Milim annonça qu'elle vivrait en ville comme invitée spéciale et demanda à Rimuru s'ils pouvaient être amis. Bien que Rimuru trouva l'idée inutile, sans vraie histoire à développer, il accepta à contre-cœur quand elle fit la moue comme une enfant. Ce soir-là, lors d'une réunion, Kaijin exprima ses inquiétudes concernant la présence d'une seigneur démon comme Milim en ville. Il avertit que les autres seigneurs démons pourraient être jaloux et riposter. Benimaru acquiesça, disant que le pouvoir de Milim pourrait provoquer une guerre. Rigar ajouta qu'en cas de guerre, Rimuru serait blâmé d'avoir amené Milim en ville. Cependant, Akuro croyait qu'il serait plus en sécurité avec elle, sa présence pouvant dissuader les menaces. Pendant ce temps, dans un royaume lointain, le souverain devint curieux de savoir qui était Rimuru. Son assistant, Fuse, suggéra de visiter la ville Goblin pour évaluer la situation et insinua qu'il pourrait éliminer Rimuru s'il posait une menace. Ce même jour, Fuse informa les 3 aventuriers qu'il l'accompagneraient chez le roi Slim. De retour en ville Goblin, Rimuru vérifia les progrès de Vesta avec ses expériences. Vesta révéla avec enthousiasme avoir créé un cristal de communication et l'utilisa pour informer le roi nain que Milim était invité en ville. Vesta présenta aussi une nouvelle potion de soins développée à partir d'un échantillon du Slim de Rimuru. Quand Rimuru l'évalua, le système confirma qu'elle était aussi puissante que sa propre potion. Rimuru suggéra de vendre les potions de soins pour le profit, mais Kaijin le déconseilla, avertissant que cela gaspillerait des ressources précieuses. Il proposa plutôt de les réserver pour les urgences. Vesta offrit un compromis, produire des potions de moindre qualité à vendre et garder les meilleures pour les situations critiques. Kaijin accepta, ajoutant que même le royaume nain pourrait bénéficier de ce commerce. En quittant la grotte, une explosion secoua la ville. Rimuru vola vite vers le lieu du trouble où Sway l'informa qu'un fauteur de trouble était arrivé, assommé par Milim. À son arrivée, Rimuru remarqua que le visage de Rigar avait été brûlé dans la bagarre. Rigar insista que tout allait bien, mais Rimuru l'aspergea de potions, pensant que son visage brûlé était déjà assez effrayant. En regardant le fauteur de trouble, Rimuru réalisa que le gars méritait d'être assommé. Milim expliqua fièrement avoir donné une leçon à l'intrus pour qu'il ne cause plus de problèmes. Le fauteur de trouble, Phobio, affirma être un des meilleurs guerriers du Seigneur Démon Carrion et se vanta de sa force.
Il exigea même qu'on le fasse roi, assommant Rigard d'un coup enflammé avant quiconque ne puisse le défier, mais Milim, avec son aura brûlante, intervint vite pour remettre Phobio à sa place, prête à le rôtir si nécessaire. Alors que Phobio, le bestiaire, tentait de libérer ses flammes, Milim l'assomma sans effort d'un seul coup, causant l'explosion. Rimuru, voyant son comportement imprudent, fut frustré qu'elle n'ait pas désamorcé la situation pacifiquement. Il l'accusa de perturber la paix de la ville, malgré ses justifications d'avoir sauvé la ville. Rimuru, déterminé à affirmer son autorité, dit à Milim qu'elle n'aurait pas de déjeuner en guise de punition. Milim, dévasté par la dure punition, faillit détruire Phobio inconscient de frustration, mais Rimuru l'arrêta juste à temps. Peu après, Milim mangeait joyeusement dans le bureau de Rimuru, agissant comme une enfant innocente. Rimuru se tourna ensuite vers Phobio, exigeant de savoir pourquoi il était venu. Phobio, toujours arrogant, traita Rimuru de slim de Baran et refusa de répondre. Rimuru l'avertit que sa réponse déciderait s'il devenait ennemi ou allié, les conséquences pouvant être graves. Phobio, pensant que Rimuru bluffait, se demanda comment un slim si faible avait hypnotisé la ville pour le suivre. Rimuru rappela calmement à Phobio qu'il régnait sur toute la forêt de Jira et pouvait facilement déclarer la guerre à son royaume. Réalisant que son royaume n'aurait aucune chance contre Rimuru, Phobio révéla enfin avoir été envoyé par le seigneur démon Carion pour recruter de nouveaux soldats. Rimuru comprit alors que les autres seigneurs démons voyaient sa ville grandissante comme une menace potentielle. Il ordonna à Phobio de partir, le jugeant trop inutile pour être exécuté. Rimuru ordonna aussi que si le seigneur démon Carion voulait une réunion, il vienne lui-même. Phobio partit, Rimuru se tourna vers Milim, lui demandant de tout déballer sur le seigneur démon Carion que Phobio servait. Milim hésita, expliquant que les seigneurs démons avaient juré de ne pas s'immiscer dans les affaires des autres. Rimuru, convaincu de pouvoir la faire parler, lui rappela qu'en tant qu'ami, ses secrets étaient aussi les siens. Milim, déchirée entre la loyauté envers ses pairs et l'amitié avec Rimuru, resta indécise. Pour l'attirer, Rimuru lui promit un cadeau si elle partageait ce qu'elle savait. Excité par l'offre, Milim accepta finalement. Milim révéla que les seigneurs démons complotaient, utilisant Djelma pour créer un faux seigneur démon facile à vaincre. Pour leur divertissement tordu, ennuyés par leur vie stagnante, ils cherchèrent de nouvelles façons de s'amuser. Shin cependant le rassura qu'ils le soutiendraient tous au combat si les seigneurs démons venaient après lui. Pendant ce temps, dans la forêt, un groupe de voyageurs se dirigeait vers la ville Goblin, prévoyant de rencontrer Rimuru et peut-être de déclencher une guerre. En chemin, ils sentirent un puissant monstre proche. Avec sa compétence clairvoyance, leur chef, Yam, repéra des aventuriers sur le point d'être dévorés par une araignée géante. Les aventuriers, paniqués, coururent dans leur direction alors que l'araignée massive sortait des arbres. Yam ordonna à ses hommes de se mettre en formation, demandant à l'un d'eux de lui lancer un sort de renforcement alors qu'il s'apprêtait à tuer la bête. Cependant, avant qu'il n'agisse, Gopta et son équipe de cavaliers gobelins débutants apparurent à Dhamaupa. Gopta, surpris par les aventuriers, a vite fait le boulot. En un clin d'œil, il a zigouillé l'araignée, l'a dépecée et sa team l'a cuisinée. Plus tard, dans le bureau de Rimuru, il s'est présenté aux chevaliers et a demandé la raison de leur venue. Yan, arrogant, pensait que Rimuru ne méritait pas de réponse et a exigé de savoir pourquoi la ville le vénérait, lui, un simple slim dégueu. Avant toute réaction, Shin l'a giflé pour son insolence, mais Rimuru l'a guéri instantanément. Rimuru a dit vouloir établir de bonnes relations et partenariats avec les humains, comme avec les nains. Fuse, surpris par son ouverture, a annoncé qu'il soutenait désormais Rimuru. Rimuru, comprenant leurs doutes, les a invités à enquêter sur la ville autant qu'ils voulaient, puis il a demandé si la nouvelle de sa victoire sur le seigneur orc s'était répandue. Fuse l'a rassuré. Le roi nain avait caché l'info au public. Soulagé, Rimuru a proposé que Yam s'attribue le mérite d'avoir vaincu le seigneur orc, ainsi il serait un héros et l'influence de Rimuru minimisée. Yam, voyant la sagesse du plan, a accepté. Ce soir-là, devant le coucher de soleil, Yam a avoué s'être trompé sur la ville qu'il croyait hostile. Voyant la paix de la ville et de ses habitants, il a juré allégeance à Rimuru, ne suivant que ses ordres dès ce jour. Pendant ce temps, dans un château lointain, le seigneur démon Clayman a accueilli Tyr, une mystérieuse figure divine, dans son bureau. Il a demandé si elle avait espionné les royaumes voisins. Tyr a confirmé, mais a soulevé un problème majeur. La décision de Milim de rester avec Rimuru. Intrigué, Clayman a convenu que quelque chose clochait. Tyr a expliqué que si la plupart des seigneurs démons n'attaquaient pas Rimuru, l'un d'eux préparait une guerre. Elle soupçonnait qu'il voulait ressusciter les Caribes, un monstre ancien capable de détruire le monde. Clayman, se souvenant du pouvoir terrifiant des Caribes, a ordonné à Tyr de trouver son lieu scellé avant quiconque. Tyr a disparu sous terre, laissant Clayman rêver à la destruction qu'il causerait avec les Caribes sous son contrôle. Voilà pour cette partie 2, si vous voulez la suite, les potes,
D'ici là, matez la vidéo suivante et on se capte à la prochaine.